Bonsoir. Donc on est très heureux à la Fondation de recevoir ce soir Sophie Crass et Xavier Antin pour le lancement de ce livre qui est sorti à peu près il y a 2 semaines, si je ne me trompe pas, écrit d'artistes sur l'économie, donc une anthologie de textes d'artistes rassemblés par Sophie Crass et publiée aux éditions B42. On remercie l'équipe de B42 de nous avoir aidés à organiser l'événement. Et merci à Xavier de s'être joint à la présentation pour proposer une présentation originale de ce livre. Et après la discussion, on vous invite tous au café et à la librairie, à la fois pour découvrir le livre et le manipuler, et aussi pour boire un verre si vous le souhaitez. Merci. Merci beaucoup. Merci. Donc Sophie, je te laisse commencer. Bonsoir tout le monde. Est-ce que je dois peut-être introduire ou faire quelque chose comme ça? Je vais faire le modérateur. On n'avait pas, en fait, parce que c'était pas accordé là-dessus. Voilà, tu m'as invité pour discuter avec toi autour de ce livre. Et donc, on a un petit peu décidé ensemble d'aborder le livre, mais aussi quelques autour qui nous concerne et qui concerne le monde de l'art et qui rejoignent l'actualité. Voilà, donc peut-être tu vas nous parler de ce livre. Comment tu souhaites procéder? Tu as ramené des images. Je te laisse dire. Vas-y. Oui, merci beaucoup. Alors, je vais peut-être commencer en donnant un petit peu un contexte sur la manière dont ce livre est né. Et puis ensuite, on va effectivement montrer quelques images et parler un petit peu de ce qu'il y a à l'intérieur pour pouvoir en discuter. Donc, c'est un projet qui est né il y a pas mal d'années déjà, quand j'étais en train de travailler finalement à mon livre précédent, qui portait sur la manière dont des artistes s'étaient appropriés des questions économiques, mais à travers leurs œuvres plastiques, en fait. En travaillant sur cette question, j'étais tombée sur des textes également qui avaient été écrits par ces artistes et qui m'intéressaient parce que le médium de l'écriture n'était pas forcément leur médium de prédilection, n'était pas leur médium privilégié. Et puis, c'est des textes qui m'interpellaient parce qu'ils me semblaient participer d'un certain genre qui était une sorte de traité d'économie alternative, on va dire. Et donc pendant longtemps, ce projet de livre, ce projet d'anthologie, et c'est comme ça qu'on en avait parlé au départ avec B42, c'était une anthologie de traités d'économie écrits par des non-économistes, en fait, quelque chose comme ça. Et puis donc le projet a mûri, ça a pris un petit peu de temps, il s'est enrichi de textes qui commencent, disons, dans le dernier quart du 19e siècle, et qui vont presque jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au début des années 2000. Ce sont des textes très différents. Alors, je vais vous simplement montrer quelques images pour avoir un petit aperçu. Il y en a il y a des textes qui vraiment ressemblent, je dirais, à de vrais traités d'économie écrits par des artistes. Donc, c'est le cas, par exemple, de la critique de la politique économique de Asger Jorn, qui date de 1960, du livre aussi d'Isidore Isou, La théorie nucléaire de la monnaie et de la banque, réforme du système monétaire, épuration ou reconversion des dirigeants et des responsables des banques. Ça vaut le coup de lire le titre en entier. Il y a des textes qui sont de nature très, très différentes. Certains sont simplement des textes presque inachevés, en fait, des textes qui ont été travaillés et retravaillés, comme le manuscrit que vous voyez sur la droite, qui est celui d'Yves Klein. Il avait toute une théorie économique qui accompagnait ces idées révolutionnaires dans tous les domaines. Ce que vous voyez à gauche, c'est un cas un petit peu différent. En fait, c'est le cas d'une artiste, Charlotte Posenenske, qui a quitté le monde de l'art
en 1968 pour devenir économiste, si on veut, en tout cas pour faire un mémoire dans le champ disons, de la sociologie du travail. Donc ça m'intéressait aussi de voir les glissements dans les deux sens. Certains textes ont été publiés sous forme de lettres ouvertes sur Internet. C'est le cas de la lettre ouverte du collectif Wage, dont on pourra reparler. D'autres, comme celui de Robert Filiou, que vous voyez ici à gauche, c'est une conférence enregistrée sous forme de vidéo, éditée sous forme vraiment d'œuvre d'art vidéo, et puis retranscrite dans un journal, une publication artistique. Donc bon, des statuts vraiment très, très différents. Et l'idée, c'était de naviguer en fait à travers ces textes qui ne forment pas un genre cohérent, mais qui partagent certains principes. Et je dirais que pour moi, le principe essentiel, c'était des textes qui partent de l'expérience que l'artiste peut avoir de sa propre économie, mais fait une sorte de montée en généralité et propose finalement une vision de l'économie dans son ensemble. C'était un peu quelque chose qui naît de la pratique, un savoir qui naît de la pratique, mais qui s'en écarte pour proposer en fait des solutions, des visions de l'économie dans son ensemble. Mais ouais, ce qui est intéressant là, en voyant ces images, c'est que on se rend compte à quel point les textes, donc, comme tu viens de le dire, viennent d'endroits complètement hétérogènes, puisqu'effectivement, il n'y a pas de publication scientifique pour l'art en économie, donc chacun publie dans son espace à l'intérieur de sa pratique ou en dehors, j'imagine. Mais donc, du coup, il y a déjà une chose intéressante, c'est que, je trouve qu'il est remarquable, qui est qu'il y a des traductions de textes, du coup, de textes qui ont été, soit qui avaient été mal traduits ou approximativement traduits, que tu as retraduit de l'original, ou même des premières traductions donc de textes d'artistes qui sont quand même, ce qui est toujours une contribution au savoir, vraiment superbe. Mais du coup, oui, tu as choisi de ne pas montrer ou les images de travail, de travaux des artistes, ou même je sais pas, des reproductions de ces documents. Tu peux en parler un peu plus, ça, peut-être? Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que c'était une question, une vraie question, en fait, au moment où le livre a commencé à prendre forme, parce que, justement, le statut de ces textes est assez différent, et il y en a un certain nombre qui sont très étroitement liés à des œuvres d'art. Voilà, j'ai quelques images ici, mais il y a un texte, par exemple, de Øyvind Falström, qui est donc un artiste suédois dont le texte est très intimement lié en fait à un ensemble d'œuvres qu'il faisait à ce moment-là, et où en fait une partie des éléments de son texte sont réagencés, vous le voyez, dans les œuvres plastiques en fait, dans différentes cellules comme ça de l'œuvre. Il y a le cas, on pourra en reparler aussi, du manifeste de Mirle Laderman-Oekles, qui est vraiment indissociable de la série de performances qu'elle réalise au même moment. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'œuvres qui, en effet, étaient articulées à des œuvres de manière très forte. Et donc la question se posait de reproduire l'œuvre. Le choix qu'on a fait, c'est de faire un livre sans images, pour, je dirais, respecter cette idée de départ d'être une anthologie de traités d'économie, en fait. Il y avait vraiment cette idée-là, c'est d'assumer pleinement le fait que ce soit des textes et que les artistes, encore une fois, renoncent à leur médium de prédilection pour en choisir un autre et l'assumer pleinement. Et donc, ça nous intéressait, voilà, ce côté un peu littérature grise aussi, voilà, que ce soit en noir et blanc. Il y a un choix là-dedans de privilégier le texte.
Oui, mais c'est ça que je trouve qui est effectivement très, très, très bien. Déjà, toi, en tant qu'historienne de l'art, je veux dire, tu as une exigence sur la manière d'introduire, de référencer et de structurer l'ensemble de ces essais qui vraiment facilite et accompagne la contextualisation, d'arriver à comprendre où est-ce que ce propos se situe, comment l'interpréter, puisqu'effectivement, c'est des textes qui donc sont très hétérogènes et qui peuvent être, qui sans contexte, sans contextualisation ou même sans avertissement sur le décalage humoristique, peuvent être assez complexes à saisir. Et donc oui, et par rapport à ça, tu as aussi fait un choix de textes qui ont vraiment une chronologie particulière. Est-ce que ça aussi, comment voilà, cette histoire du choix des textes et de la chronologie, est-ce que tu peux nous en parler un peu? Peut-être. Oui, tout à fait. Donc effectivement, c'est des textes dont les premiers datent des années 1870 et les derniers jusqu'à aujourd'hui. C'est une chronologie qui m'intéresse parce que en fait, ça correspond aussi à un moment en fait, dans l'histoire de la pensée économique, dans l'histoire de la discipline de l'économie, dans la manière dont justement ces traités d'économie ont été complètement transformés en fait, à partir de ces années-là, 1870. C'est-à-dire que c'est un moment où la discipline économique devient beaucoup plus... en fait, se professionnalise, se forme comme un espace de savoir plus clos, plus hermétique, avec un langage plus formalisé, plus mathématisé. Enfin, pour le dire simplement, c'est le moment où, pour quelqu'un qui n'est pas économiste, ça commence à devenir vraiment compliqué de lire des ouvrages en économie. Et je trouvais ça intéressant que ce soit précisément à ce moment-là que les artistes décident de se saisir de ce genre et de dire, puisque les économistes, en quelque sorte, nous interdisent la lecture de leurs travaux par ce langage difficile, par ces conventions formelles, on va s'en saisir et on va écrire des traités d'économie à notre manière. Mais du coup, ça veut dire qu'il n'y a pas de... a priori, par exemple, toi, il n'y a pas de traités d'économie par des artistes avant? Alors, en fait, c'est vrai que les artistes ont toujours, je sais pas, en tant qu'historienne, je ne devrais pas dire ça, mais enfin, l'idée que les artistes pensent l'économie et écrivent sur l'économie, c'est extrêmement ancien et ça date pas du tout de la fin du 19e siècle. Mais je dirais, moi, ce que j'ai pas trouvé avant les textes dont je parle ici, c'est vraiment cette idée d'en remontrer aux économistes eux-mêmes. Okay. C'est-à-dire que là, il y a vraiment... C'est aussi des textes qui doivent se lire comme des espèces de dialogues et de provocations aux économistes. Et ça, j'en ai pas trouvé avant cette période, aussi parce que simplement, le statut des économistes avant cette période n'est pas si clair. Là, il y a vraiment un côté, c'est ça qui est assez amusant et attachant, moi, dans ces textes, c'est ça que j'ai aimé, c'est que c'est une manière aussi pour les artistes de dire... que les économistes n'ont rien compris et que c'est eux qui vont leur expliquer comment on doit penser l'économie. Donc il y a un côté en fait très audacieux et assez culotté en fait dans cette proposition-là, et c'est ça qui m'intéressait aussi. Mais du coup, pour toi, est-ce que c'est surtout des artistes plasticiens qui se posent ces questions-là? Est-ce qu'il y en a dans d'autres champs? Comment toi tu as choisi de circonscrire ton... Ouais, alors ça c'est une vraie question. En fait, je suis tout à fait convaincue que des artistes dans tous les champs se posent ces questions-là et les formulent. Là, c'est vrai que le livre contient vraiment des textes d'artistes qui sont des artistes plasticiens, qui sont reconnus soit comme peintres, soit... Voilà. En fait... L'idée derrière ça, c'était deux choses. La première chose, c'est évidemment parce que c'est le domaine que je connais le mieux. Je connais bien mieux le domaine des arts visuels, disons, que celui du théâtre, du cinéma ou de la littérature. Mais l'autre idée à laquelle j'étais attachée, c'était... c'est ce que dit en fait Robert Filiou, là, un des artistes dans l'autologie. Il dit ce qui m'intéressait, c'était de comprendre
comment les artistes gagnent leur vie, comment ils gagnent de l'argent et comment ils le dépensent, et à partir de là, d'établir ma théorie. Et je trouve qu'il formule assez bien cette idée-là que ça naît vraiment dans la pratique. Ça naît dans la pratique de l'art, de son marché, de son économie. Or, les différentes formes d'art n'ont pas la même économie. En fait, on commercialise pas, on produit pas et on commercialise pas une œuvre d'art visuelle comme on commercialise un livre ou un film. C'est des modes c'est des modes économiques très très différents. Et je pense que ça joue beaucoup sur la perception que les artistes ont donc de leur propre économie et sur les conceptions qui peuvent se faire de l'économie en général. Et pour moi, les textes qui sont là, ils ont cette forme de cohérence aussi parce qu'ils naissent tous de cette économie-là, de l'économie des arts visuels, des arts plastiques, qui est une forme d'économie assez particulière où la question de l'œuvre d'art comme marchandise, où la question du marché est très forte, ce qui ne serait pas le cas si on pense aux écrivains ou au théâtre. C'est pas la même économie. Carrément. Mais et donc du coup, j'avais une question. Enfin, en gros, j'ai des questions sur le livre. Alors, si vous en avez d'autres, gardez-les en tête. Mais il y avait aussi une question qui est hyper bête que j'avais, mais qui était au final, qu'est-ce qui fait parce que bon, je m'étais bien dit que. Enfin, vu la liste d'artistes qu'il y a, qui est géniale, je me suis dit, bon, il doit y avoir une raison pour laquelle, autre que celle que tu viens de dire, qui est que effectivement le champ des arts plastiques prédispose les artistes à s'intéresser à la question de l'économie. Mais est-ce qu'il y a quelque chose d'inhérent à la pratique artistique qui voudrait qu'on s'intéresse à un champ aussi abstrait que l'économie. Je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait relier les deux, ou alors c'est uniquement cette question de la pratique, ou c'est aussi, je sais pas, je me suis posé la question. Ouais, c'est une bonne question. Je ne saurais pas forcément répondre complètement, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose qui se joue ici, c'est que c'est une banalité de le dire, mais l'art et l'économie, traditionnellement, sont considérés comme deux champs absolument séparés, voire complètement antagonistes, en fait. Je pense que la figure même de l'artiste, depuis la Renaissance, s'est construite comme une figure qui doit être étrangère aux questions économiques et aux questions d'argent. Et donc, il y a vraiment, dans cette idée d'artistes qui écrivent sur l'économie, l'idée de transgresser aussi cette frontière-là qui est quand même très très forte. Et je pense que c'est... nul artiste n'est ignorant de cette idée que l'art est censé être désintéressé, est censé être complètement en dehors des questions économiques et financières. Et que, confronté à une pratique qui évidemment inclut l'économie, parce qu'il faut bien vivre tout simplement, ce hiatus est, je pense, particulièrement sensible et que c'est pas si étonnant que ça interpelle pas mal d'artistes. Après, il y a des cas particuliers aussi dans le livre qui moi, m'ont intéressé et amusé. C'est des cas où les artistes ont eu des doubles vies. Enfin, voilà, je parlais tout à l'heure de Charlotte Losenensky qui est passée d'artiste au monde des savoirs économiques. Mais il y a des passages inverses. Donc, Robert Fidiou, là, dont on parlait, c'est un des transfuges très, très, très célèbres du monde de l'économie politique vers le monde de l'art, puisqu'il a été formé en économie, il a un diplôme d'économie, il a travaillé comme économiste, et puis il a tout quitté pour devenir artiste. Il y a un autre cas amusant, intéressant dans l'anthologie, c'est le cas de Kandinsky, qui effectivement a été formé comme économiste, a occupé un poste de professeur en économie. Pas du tout, par contre, Kandinsky. Ouais, c'est un cas vraiment intéressant. Et là, dans l'anthologie, on publie du coup pour la première fois un extrait on pourrait dire de l'équivalent aujourd'hui de sa thèse de doctorat en économie, qui du coup précède en fait sa carrière d'artiste, mais qui l'éclaire aussi par certains aspects. Puis il y a la figure que je trouve assez passionnante de John Ruskin, où on est vraiment là pour le coup dans le cas d'une personne qui a pu simultanément être artiste, être aussi historien et théoricien de l'art, et puis être économiste, se présenter vraiment comme économiste et publier, je dirais scientifiquement, comme économiste. Donc c'est des cas
qui articule presque dans le champ d'une carrière professionnelle la possibilité d'un passage entre les deux. Mais en un sens, ils ne font qu'illustrer à un point un peu limite quelque chose qui existe chez bien d'autres artistes, en fait, je pense. Oui, carrément, mais c'est super intéressant. C'est vrai que il y avait aussi... moi, je m'étais dit un petit peu comme ça... peut-être c'est complètement farfelu, mais je m'étais dit, un peu deux choses, c'est l'économie, quand on pense un système économique au niveau macroéconomique, c'est un peu penser un monde, un peu penser, alors on va faire ça comme ça, telle règle, ça permet de faire ci et ça. Et en fait, je me dis qu'en fait, les artistes, ils aiment bien penser des mondes. Et donc forcément, il y a une sorte dans cette espèce, c'est un peu démiurge comme chose aussi, mais de repenser ou d'inventer un monde. L'économie permet de le faire avec des outils en plus qui sont, étant scientifiques, qui donnent un certain sérieux. Mais c'est ce qui donne aussi naissance à des écrits complètement flippants voilà, avec des artistes complètement, pour le coup, démiurges qui disent voilà, il faut faire ci, il faut faire ça. Et moi, le monde que j'imagine, il sera comme ça. Et on se dit waouh, la grosse dictature artistique que ça nous prépare. Oui, tout à fait. Et ça, c'est assez intéressant. Enfin, ça rejoint ce que tu disais, ce que tu montrais au départ, qui est vraiment des choses très hétérogènes et des discours qui ont besoin à chaque fois d'être introduits et éclairés pour pouvoir savoir comment les lire. Mais pour revenir à la structuration globale, donc il y a une structure très claire qui organise tous ces essais-là. Il y a 4 chapitres: valeur et prix, travail et production, monnaie et banque, capitalisme et ses alternatives. Et moi je trouve que c'est hyper limpide, parce que c'est un truc auquel je m'intéresse un peu, l'économie. Mais est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, parce que pour d'autres peut-être ça peut paraître des mots un peu finalement abstraits, je sais pas, mais... Oui. Alors c'est intéressant, parce que je repense à ce que tu disais juste avant, en fait, sur cette idée effectivement un peu de démiurge, de créer un monde. Et en un sens, je pense que la structure du livre, elle allait aussi vers ça. C'est-à-dire qu'on commence avec la valeur, parce que traditionnellement en économie, la question de la valeur, c'était un petit peu le point, le nœud de construction théorique pour toute théorie économique qui se respecte jusqu'à la fin du 19e siècle, en gros. Et donc, l'idée, c'était de repartir de ça, de ce nœud original. Qu'est-ce que c'est la valeur ? Comment est-ce qu'on articule la valeur au prix ? Ça a été vraiment un point important de formation de la discipline économique, justement, quand elle se différencie des sciences politiques, de la philosophie morale, de tous ces champs connects qui ont d'autres compréhensions de la valeur, en quelque sorte. Et puis, ensuite, on passe à la question du travail, parce que c'est là aussi, en fait, une des manières dont on a pensé la valeur en économie, évidemment, de manière très centrale pendant très longtemps. C'est aussi parce que beaucoup de ces artistes ont un rapport plus ou moins proche ou plus ou moins lointain au marxisme. Donc c'était une manière de présenter aussi ça. Ensuite, c'est la question de la monnaie. En fait, c'est vraiment pensé comme flux, comme ce qui va permettre de connecter, en fait, les choses. Et puis, on finit avec le système, en fait. C'est vraiment la pensée du système, le système capitaliste et les autres systèmes que l'on pourrait inventer, imaginer. Donc, voilà, il y a vraiment, effectivement, dans l'organisation des choses, l'idée d'aller vers la création d'un monde, comme tu dis assez bien. Mais ce qui est super intéressant, c'est que ça nous donne aussi une lecture historique, en traversant déjà les histoires des artistes qui, eux, ont affaire avec l'économie à un moment donné ou l'autre de leur vie. Mais finalement, je réalisais quand tu parlais que sur la question de la valeur et du prix, et qui, grosso modo, moi, si j'ai compris, tu me dis si je me trompe, mais qui s'est un peu résolu comme une espèce de question hyper basique. C'est
qu'est-ce qui définit qu'une chose a plus de valeur qu'une autre? Et à la fin, à la fin du 19e, les théories libérales arrivent. C'est une fausse question. La question, c'est l'offre et la demande, et le prix est déterminé par ça. Et donc, c'est pas lié à la valeur, en fait. Oui, je pense qu'on peut un peu le résumer comme ça. C'est-à-dire, disons que ça laisse... l'idée qui va s'affirmer, c'est quand on parle de valeur en économie, on parle de prix. Et si d'autres personnes veulent parler de valeur, elles parlent depuis d'autres disciplines, en quelque sorte. Et donc, c'est marrant que des artistes... quand tu ranges dans cette catégorie-là, évidemment, les artistes, eux, ce qui les intéresse, c'est la question de la valeur, pas du tout celle du prix. Et après, ils vont peut-être discuter de comment on va déterminer le prix de notre œuvre, ou alors comment on va faire du prix de l'œuvre une forme d'art, ou une pratique de critique, ou voilà. Mais ce qui, au fond, dans les premiers essais, j'ai l'impression, ce qui les concerne le plus, c'est cette question de la valeur, parce que ça sous-tend toujours la question de la valeur artistique. Et voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est aussi une autre lecture de l'histoire de l'art de manière générale. Par exemple, sur la question du travail, pardon. Voilà. Il y a une partie donc qui est avec une main, j'ai du mal. De Mirle Laderman Ukeles. Donc peut-être on peut revoir l'image. Oui. Je voulais juste lire un extrait parce que je trouvais ça assez dingue. En fait, Mirle Laderman Ukeles, elle a écrit cet essai que tu as traduit par... par Manifeste pour un art de la maintenance, proposition pour une exposition. Donc c'est un manifeste qu'elle a écrit au moment de cette exposition qu'elle a fait en 69, qui était à New York. Au moment où elle écrit le texte, c'est encore un projet d'exposition. Ah oui, d'accord. En fait, c'est une série d'expositions qui a lieu à partir du début des années 70, en fait, suite à cette proposition. Et donc, pour ceux qui connaissent son travail, ça, c'est des images qui sont très connues. Moi, je m'étais toujours représenté son action par une performance qui était elle vient laver tous les matins les escaliers du musée où il y a son exposition. Mais en fait, en lisant le projet, déjà, on comprend que son projet d'exposition est déjà beaucoup plus profond que ça et beaucoup plus complexe. Et en gros, en 3 parties, elle décrit, en gros, c'est donc le contexte, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est donc une artiste qui se retrouve confrontée, en tant que jeune mère, au problème de comment arriver à jongler avec la charge énorme de travail invisible qui n'est pas comptée dans l'économie, qui lui tombe dessus, et son travail artistique. Comment juguler les deux, faire coexister les deux. Et donc, elle décide que tous les gestes qu'elle fait, et tout le travail qu'elle fait, qui est essentiellement, donc, comme elle définit, un travail de maintenance de la maison, de la vie, voilà. Comment faire de ce travail de maintenance, de le hisser au niveau artistique. Donc, dans sa première partie, elle parle d'elle, de son rapport à tout ça. Ensuite, elle le généralise. Elle parle que tout le monde, en fait, fait ce travail-là aussi de maintenance à différents endroits de sa vie. Et donc, elle parle d'un rapport au travail plus général. Et après, elle parle d'un truc qui est quand même assez, je trouve, qui est assez visionnaire. Et donc, c'est la dernière partie. Maintenance de la terre. Chaque jour, les déchets suivants seront livrés au musée dans un conteneur. 1. Le contenu d'un camion poubelle. 2. Un récipient contenant de l'air pollué. 3. Un récipient contenant de l'eau polluée de la Hudson River. 4. Un récipient contenant de la terre souillée. Une fois arrivé à l'exposition, chaque conteneur fera l'objet d'un traitement particulier. Purification, dépollution, réhabilitation, recyclage et conservation grâce à différents protocoles techniques et ou pseudo-techniques conduits par moi-même ou par des scientifiques. Et voilà, en gros, je trouvais ça hyper bien, parce qu'à la fois, ça nous parle de questions qui, en plus, aujourd'hui, en économie, dans le travail, dans plein de champs, réémergent. Donc, cette question du travail invisibilisé, du travail domestique, donc le travail qui ne rentre pas dans le champ de la comptabilité économique traditionnelle. Ça nous parle de préoccupations extrêmement contemporaines, avec une conscience très aiguë
et du fait une conscience qui relie en fait toute cette invisibilité sur laquelle est assise l'économie capitalistique à cette époque-là. C'est autant l'exploitation du travail invisible et l'exploitation des ressources, comme si tout ça était infini et incontable. Et je trouve ça très très bien. Je sais pas si tu... Oui, moi, je suis assez d'accord. C'est un de ces textes qui sont intéressants parce qu'ils connectent tellement bien avec le présent, en fait, où on a une sorte de... on se sent assez en phase avec ce texte de la fin des années 1960, à une époque où d'autres artistes écrivent... ont des utopies économiques qui sont hyper productivistes, qui sont vraiment fondées sur un usage des machines. Par exemple, je pense à Galizio qui dit il faut, on va mettre les artistes évidemment à la tête d'un nouveau système économique. On va utiliser les machines pour créer des œuvres d'art, et puis on va créer aussi des machines pour détruire ce qu'on aura créé par d'autres machines. Comme ça, le monde ne sera plus que production et destruction en permanence. Enfin, c'est vrai que vu du présent et avec la catastrophe écologique qui est devant nous, ça fait un peu frémir. Et à côté de ça, exactement, à quelques années près, au même moment, on a quelqu'un qui nous dit oula, on va arrêter de produire des choses nouvelles, on va essayer de maintenir ce qui existe et de penser l'économie comme ça. Donc moi je trouve ça assez intéressant. Ça a posé des questions de traduction qui étaient intéressantes aussi, parce que en fait, un art de la maintenance, c'est un peu... Il y a un petit anglicisme là-dedans, c'est-à-dire que ce sont plutôt des tâches, on dirait en français plutôt des tâches domestiques. Mais on a choisi de garder ce terme parce qu'en fait, pendant tout le texte, c'est un glissement en fait, entre... la maintenance au sens d'une tâche domestique, d'une tâche d'entretien, de ménage. Alors c'est à la fois le ménage, l'entretien des machines, etc. Mais c'est aussi la maintenance au sens de maintenir, en fait, de garder les choses comme elles sont, de garder l'essentiel, en fait, de sauver les meubles pratiquement. C'est ça aussi le sens derrière ça. Oui, c'était un des textes que j'étais très heureuse de voir traduit, parce que j'étais vraiment étonnée de voir qu'il n'avait jamais fait l'objet d'une traduction intégrale, a priori, jusqu'à cette anthologie. Donc, ouais. Super. Et peut-être pour... je ne sais pas quelle heure il est. Quelqu'un... Attends, je vais vérifier. Moi, j'avais aussi... quelques questions que j'avais envie de poser pour articuler un petit peu le contenu du livre à des enjeux qui nous intéressent tous les deux, qui nous ont réunis, et notamment en fait la manière dont, par exemple, dans une pratique comme la tienne, il y a des choses qui résonnent. Je ne sais pas si tu avais envie de nous parler peut-être un petit peu de... On avait choisi ensemble 2 œuvres qui nous paraissaient avoir un écho intéressant avec certaines des questions posées par le livre. Je te laisse peut-être nous en dire quelque chose. Vu que l'heure tourne, je vais essayer d'aller un peu vite. Mais oui, donc moi, les questions de l'économie, c'est pas le fondement absolu de mon travail. Il y a beaucoup la question du travail... du travail et de la production générale qui est présente dans mon travail. Donc ça le rejoint nécessairement. Et là, donc, c'est un dispositif qui parlait de travail aussi et d'économie numérique, qui était dans une exposition que donc j'étais en fait le commissaire. Dans un espace à Marseille qui était... alors oui, il n'y a qu'une seule image, on ne va pas vous montrer toute l'expo, c'est comme ça, c'est une image. Donc là, en gros, c'est à Marseille, c'est dans un espace temporaire d'exposition que la galerie Crève-Cœur avait pendant... donc il y a la galerie avec laquelle je travaille, qu'ils avaient pendant 2-3 ans, et qui était un peu leur project space. Donc en gros, moi je me suis dit, tiens, c'est intéressant, c'est ni une institution, ni l'espace clairement marchand de la galerie. Et donc c'est un espace que je peux utiliser un peu comme je veux. Il n'y a pas de perspective de vente et il n'y a pas non plus de cadre institutionnel très clair. Donc j'ai organisé cette exposition qui s'appelle donc la dépense avec témoins.
qui réunit 3 sculptures qui sont, donc ce qu'on voit là, elles sont chacune un peu différentes. Un dispositif qui sert à ce qu'on appelle faire du minage de Bitcoin. En gros, c'est valider des transactions en Bitcoin, et de par cette validation, donc là c'est connecté à l'électricité et au réseau, de par cette validation on gagne un tout petit peu, une petite fraction de la transaction, et enfin voilà, on est récompensé pour notre travail. Et voilà, donc la machine, c'est ce qui remplit ce que vous avez déjà vu, entendu parler, des couloirs dans des hangars en Islande ou en Chine, près de barrages hydroélectriques, et qui en fait consomment donc une électricité monstre et fabrique un fric monstre. Et voilà. Et donc cette machine-là s'appelle un worker dans le jargon professionnel. Et donc en gros, ce qui me fascinait, c'était qu'on était donc sur un système complètement virtualisé, d'une monnaie qui n'appartient à aucune nation, avec une économie ultra spéculative. Et dans cette espèce de fiction d'anticipation réelle, on avait une machine qui était du capital pur, qui avait pris la place du travail, où le travail avait été absorbé par le capital. La machine s'appelait le worker, et la machine consomme de l'électricité, traite une information qu'elle transforme et qu'elle redistribue, donc elle crée une valeur ajoutée, elle est rémunérée. Et enfin voilà, c'est vraiment un élément travailleur. Et ça, je trouvais ça assez dingue. Donc j'ai pris ces machines-là, je les ai mis là, comme on voit, dans le sous-sol de l'espace d'exposition, parce qu'il y avait un sous-sol, c'était parfait pour ça, qui était visitable. Et en dessus, il y a l'exposition qu'on visite. Donc pour pouvoir avoir l'électricité, les câbles sont branchés en haut dans l'exposition. C'est le seul endroit où il y avait des prises. Donc on suit les câbles et on va à la cave. Mais en exposition, du coup, c'était 3 artistes que j'ai invités. Donc là, celle-là, c'est celle de Eva Bartho. Pour le coup, Eva, son travail est très lié à la question. Ils la connaissent très bien à la Fondation Icare. Et pour elle, c'était parfait. Je veux dire. Donc, elle a fait un geste très très simple, qui était d'utiliser l'argent produit par la machine qui lui était dédiée pour rembourser la facture d'électricité de la galerie, qui en fait au départ n'avait pas été mis au courant du fait que j'allais leur pomper beaucoup d'électricité. Et donc voilà, et donc elle avait mis en place un petit protocole qui faisait que dans la galerie officielle à Paris, il était disponible les factures de l'espace ici, le temps de l'exposition, pour voir vérifier si ça avait augmenté, et elle a reversé automatiquement l'argent qui lui était envoyé toutes les semaines sur un compte PayPal qui lui était dédié à la galerie. Il y a Kevin Desbouilly, un autre artiste, lui, il s'est payé du temps d'écriture, et Guillaume Marot, qui était aussi invité, lui a reversé cet argent à un fonds qu'il avait mis en place et qu'il avait notamment inauguré dans une exposition à la Fondation Ricard il y a plusieurs années. Et donc l'argent est allé abonder sur ce fonds-là. Et voilà. Et donc ça s'appelle Avec témoin, parce qu'il y avait donc 3 pièces empruntées à des institutions, à des FRAC. Donc je trouvais ça aussi marrant d'aller chercher des pièces de FRAC, de les mettre dans un endroit qui était, enfin les FRAC qui prêtent pas trop à des galeries en général. Donc j'avais dû un peu négocier, c'était pas évident. Et donc trois pièces de la critique rationnelle, et enfin voilà, il y avait une pièce de John Knight, une pièce de Joe Scanlan, dont il y a un des textes dans le ici, et une pièce de mince, tout d'un coup le nom m'échappe, le plus connu des 3. Oui, enfin bref, voilà. Et donc voilà, j'ai encore. C'est pas Michael Achard ? Oui, Michael Achard, évidemment, pardon. Et voilà, donc c'était assez intéressant. Ce qui m'intéressait là, vraiment, c'était donc ce rapport au travail, ce rapport au financement des artistes, et voilà, cette économie que je trouvais assez, méchante, quoi, qui soit dépensée pour payer des artistes, mais pas pour les payer, pour qu'ils l'utilisent pour faire quelque chose. Donc voilà, ça résonne avec tout ça, évidemment.
Oui, ce que je trouve assez... Enfin, moi, ce qui m'intéresse beaucoup aussi, par exemple, dans l'œuvre dont tu parles ici, c'est cette espèce d'imbrication, c'est-à-dire il y a la manière dont l'artiste gagne sa vie, et l'idée, c'est pas de penser ça comme ça, dans son petit espace, mais c'est là aussi, de faire cette espèce de montée en généralité en se disant comment est-ce que tout ça se connecte avec la manière dont l'argent fonctionne, dont nos économies fonctionnent, enfin, d'essayer d'imbriquer ces deux expériences, en fait. Une très intime aussi, dont c'est pas toujours facile de parler, hein, comment on gagne son argent et qu'est-ce qu'on en fait, et puis une au contraire, très générale, très politique, sur laquelle on peut s'affronter publiquement, enfin voilà. C'est vrai. Est-ce qu'on parle de... Ah oui, oui. Oui, c'est vrai que l'heure tourne. Mais oui, là, on a... J'ai proposé il s'est trouvé on avait chez nous, tous les deux, ces tasses-là. Donc, ce qui sont des tasses de Ève Chabanon, qu'elle a produit pour une exposition à Béton Salon en 2020. Et en fait, oui, ces tasses fonctionnaient avec un dispositif de cotation, enfin de prix. Donc il y avait 100 tasses et un prix qui augmentait au fur et à mesure. Enfin, en gros, qui reprend un système que le marché de l'art utilise déjà. Quand on fait une édition, les premières sont pas trop chères et puis en fait, on teste un peu le marché. Puis si on s'aperçoit que ça se vend bien, du coup, les pièces sont de plus en plus chères. Et ce qui, en fait, est assez spécifique au monde de l'art. Moi, c'est quelque chose que j'ai déjà expliqué à mes étudiants. Certains des étudiants ne sont pas du tout des écoles d'art. On n'en a pas parlé spécialement, mais on s'est rencontrés dans un contexte d'enseignement. J'enseigne sur un cours qui s'intéresse au rapport entre l'art et l'économie. Et j'ai invité Sophie, et l'année dernière et cette année, à intervenir. Et donc, du coup, pour certains étudiants, j'ai des étudiants qui ne sont pas tous des Beaux-Arts de Nancy. Il y en a certains et certaines qui sont d'écoles partenaires sur le même campus. Enfin bref. Et pour eux, ça serait presque l'inverse. Ce qui est rare et cher. Donc, quand il y a la première, elle serait chère. Et puis après, non. Non, en fait, c'est presque contre-intuitif. On le comprend en art, mais voilà. Et il se trouve, donc on avait tous les deux ces tasses-là. Il se trouve que c'est l'anniversaire de Ève Chabanon aujourd'hui, qui a 33 ans. Et il se trouve que c'est toi, bien avant qu'on se connaisse, qui a fait en fait la courbe de prix. Donc c'est pour ça qu'il fallait qu'on les ramène. Oui, c'est ça. C'était ce qui nous intéressait là-dedans, c'était d'essayer de penser en quelque sorte à l'avance et de prévoir et de formaliser un mécanisme de marché qui existe plus ou moins dans la pratique, mais et aussi de penser dans quelle mesure en fait les changements, enfin les prix, c'est-à-dire que voilà, la première personne qui vient, elle pouvait avoir la tasse pour 20 €, puis la deuxième personne c'était 20,50, et puis bon, il y a la courbe qui évidemment augmente très vite à la fin, et ça atteint des prix beaucoup plus élevés. L'idée c'était aussi de voir comment en fait un même objet parce qu'il atteint des prix différents, va aussi acquérir des statuts différents. C'est-à-dire, pas nécessairement, d'ailleurs, c'était pas du tout l'idée de passer du non-art à l'art, mais plutôt de regarder le continuum qui allait exister entre une tasse qui était à peu près au prix d'une tasse un peu sympa dans une boutique de musée, donc avec un design un peu sympa, enfin une tasse un peu chère, à quelque chose qui relevait de l'artisanat d'art, à quelque chose qui relevait de l'édition, à quelque chose qui relevait carrément de l'objet de luxe, voilà, un peu multiple, et à l'œuvre d'art in fine unique quand il en restait plus qu'une. Donc c'était aussi cette idée d'un continuum qui se révélait par le prix en fait. Mais elles étaient vendues dans l'ordre, comme ça. La dernière, c'est la 100 sur 100. Alors pas forcément, parce que je crois que les personnes pouvaient choisir en fait oui. la tasse, donc la numérotation elle est un peu elle est indépendante de ça. En revanche, ce qui comptait c'était l'ordre d'achat, quoi. Enfin, voilà, l'ordre dans lequel vous veniez acheter.
Et oui, donc du coup, ça, en fait, on voulait simplement en parler, parce que, bon, déjà parce qu'on avait soif, donc ça nous a permis de voir, mais aussi parce que, bon, il y a plein de hasards, mais ce qui nous semblait intéressant, c'est aussi de voir comment, en fait, cet ouvrage, qui est donc un ouvrage d'histoire de l'art, qui parle de l'économie à travers l'histoire de l'art, mais à quel point il résonne en fait, et il est important par rapport à des pratiques actuelles. Enfin, je veux dire, il y a toujours eu des pratiques liées à la question de l'économie, on s'en aperçoit, mais ça ne cesse, et peut-être, il y en a peut-être, on verra dans l'histoire plus tard, mais peut-être il y en a particulièrement peut-être un peu plus aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de questions qui se pose à la fois sur, bon, on va dire depuis plusieurs décennies, quelques décennies, sur la remise en question du système capitaliste dans lequel l'art contemporain occidental a émergé. Donc il se pose la question de ça. Ça, c'est une donnée évidente. Mais c'est aussi la question du revenu et de comment les artistes vivent, qui est une question très actuelle et qui a été adressée par des ouvrages. Enfin, genre, il y a l'ouvrage d'Aurélien Catin, Notre condition, que parmi vous, sûrement plusieurs personnes ont lu, et qui se pose la question du revenu des artistes, et qui le rapproche, qui vient poser la question qui est toujours un peu une question, c'est pourquoi les plasticiens ne sont pas intermittents, et puis, voilà. Et à ce propos, il y avait un autre extrait qui était intéressant pour moi à lire, pour le coup, qui est un texte complètement contemporain, puisqu'il date de 2016, mais qui pose cette question-là et la spécificité des artistes plasticiens par rapport à ça, qui est une lettre adressée à l'artiste par le collectif Wage. Lettre ouverte à artistes. Et donc ça nous dit cher artiste, nous t'écrivons pour te parler de ton travail et de la manière dont tu choisis de t'y investir. Cette lettre t'est adressée au singulier, car tu es un travailleur singulier. En tant qu'artiste, tu travailles seul et en compétition avec tes pairs. En spéculateur, tu mises sur ton improbable succès. Et si tu perds, ce sera faute d'avoir travaillé assez dur. Tu n'as pas d'autre choix que de t'exploiter toi-même. Et incidemment, celles et ceux qui travaillent tout au long de la chaîne de production. Tu es une sous-traitante, une employeur-employeuse, une auto-entrepreneur-auto-entrepreneuse. Et tu es souvent sans emploi. Mais n'étant l'employé de personne, ta capacité d'organisation est limitée. Hop là. Rien de tout cela ne te singularise, ni comme travailleur, ni comme force de travail. Ce sont là les conditions de travail de tant de personnes aujourd'hui. Ce qui te rend singulier, c'est ta propension à travailler, non pour un bas salaire, mais gratuitement. Et ça, c'est très vrai. La question de la valeur du travail artistique, elle est toujours, elle se pose. De base, les artistes travaillent gratuitement, ils travaillent pour leur œuvre. Et à un moment donné, on se pose la question de genre, bon, attends, il faudrait qu'ils survivent. Alors, on n'a qu'à leur vendre des œuvres. Ah, mais ça arrive pas assez souvent. Comment on fait? Et c'est des questions extrêmement actuelles et contemporaines. Je sais plus, j'avais un truc en tête là qui m'échappe, mais oui, ce sont des questions très contemporaines, quoi. Donc on retrouve à la fois de l'histoire de l'art, à la fois ça. Ça va me revenir, j'avais une question spécifique. Mais est-ce que tu as quelque chose à dire? Oui, simplement pour dire que pour moi, ça fait sens par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur aussi le contexte où on s'est rencontrés, qui est un contexte pédagogique avec des jeunes dont certains veulent être artistes et qui se posent aussi la question simplement de comment ils vont vivre, pour lesquels les questions économiques sont tout à fait, je dirais, des questions quotidiennes, des questions matérielles. Et en un sens, c'est ça aussi qui crée un peu cette
cette montée en généralité dont on parle dans le livre, c'est-à-dire le moment où on s'aperçoit que le problème de gagner sa vie en tant qu'artiste, c'est aussi un petit laboratoire du problème dont on gagne sa vie en général, quoi. Enfin, oui. et que finalement, la pratique artistique, c'est aussi un lieu où se concentrent de manière particulièrement révélatrice des problèmes qui se posent à l'échelle de la société tout entière, de toute façon. Oui, mais c'est vrai que ça revient à ce que j'avais en tête, c'était que en fait, moi justement, ouais, dans le contexte pédagogique, quand les étudiants qui viennent c'est pas vraiment un cours en fait, c'est un atelier, c'est tous les vendredis, toute la journée. Donc on fait, puis on lit aussi, mais on fait aussi beaucoup. On essaye de trouver des manières de faire par rapport à l'économie, ce qui est assez abstrait, donc c'est pas forcément évident. Mais en fait, les étudiants et ceux qui viennent en art viennent avec leurs questions, et ceux qui ne connaissent pas l'art viennent avec d'autres questions. Ceux qui ne connaissent pas l'art viennent avec la question qui est, grosso modo, c'est pourquoi une œuvre d'art vaut cher, enfin, comment on se fixe le prix. Alors, c'est beaucoup ça. Et ceux qui viennent, qui ont plus cette velléité de devenir artistes, se posent la question de comment ils vont vivre. Et il y a aujourd'hui, je ressens un très fort rejet du marché de l'art chez les étudiants, qui moi, quand j'étais étudiant, n'était pas si fort, pas si clair, pas si unanime. Je veux dire, c'était de se dire non mais ça ira, tu verras, tu vas rentrer dans une galerie, et ça finissait par contenter un peu tout le monde. Et aujourd'hui, il y a même presque une espèce de réaction épidermique chez beaucoup d'étudiants qui disent non mais en fait il faut autre chose, il faut inventer un autre système, ça ne nous convient pas, en fait éthiquement ça ne marche pas, pour nous ça ne marche pas. Et c'est vrai que moi j'ai aucune réponse, je suis là genre ouais. Et donc mais c'est hyper intéressant. Et du coup, je me dis voilà, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'un ouvrage comme ça permet de remettre en perspective tout ça. C'est des questions qui ont toujours été là et qui, si aujourd'hui, elles prennent une teinte différente ou elles s'accentuent sur certains aspects, oui, ça a toujours été là et ça a ponctué l'histoire de l'art et ça a contribué à la former. Et donc, je trouve que c'est du coup assez précieux pour les enseignants, non mais c'est vrai, et pour les étudiants, et tous les jeunes artistes, évidemment tous les gens qui se posent des questions là-dessus, mais c'est une somme de savoir utile et activable, quoi. Je veux dire, c'est ça qui est vachement bien. Merci beaucoup. Écoute, j'ai envie de te dire, c'est le meilleur compliment qu'on puisse faire au livre. Donc, est-ce qu'on ouvre aux questions oui. de la salle ? Je ne sais pas s'il y en a. Des interventions, des... Alors, au début, vous aviez dit que plusieurs de ces textes sont nés comme d'une volonté de répondre aux économistes, aux ceux qui écrivaient des théories sur l'économie. On a fini avec ce texte extrêmement intéressant de Wage qui s'adresse à un artiste. Alors, j'ai une question générale. Combien de ces textes réunis ici ou de ces textes de manière générale s'adressent à des spécialistes de l'économie ou combien s'adressent à des artistes et peuvent se formuler peut-être un peu comme un manuel. Enfin, voici comment toi, artiste, tu organiseras ton économie, et combien s'adresse à des théoriciens ou à des dirigeants pour leur dire ce qu'il faut réparer dans l'économie, etc. Ouais. Voilà. C'est une super question. Alors, il y a un petit nombre de textes qui sont des textes qui ont été publiés dans le champ disciplinaire de l'économie, mais c'est un petit nombre. Donc c'est le cas par exemple du texte de Kandinsky dont je parlais, dans une certaine mesure du texte de Posnanski aussi. Après, il y a des textes qui sont un peu à la frontière entre les deux, c'est-à-dire qui s'adressent aux économistes, mais qui, de mon point de vue, n'ont jamais été lus par les moindres économistes et ont été lus beaucoup plus par des artistes. Donc le texte de Izou, par exemple, c'est vraiment, il s'adresse très directement aux économistes, il nomme un par un tous les technocrates de la Banque de France de son époque, donc c'est à eux qu'il s'adresse, mais je doute que beaucoup l'aient lu. Et puis il y a des textes qui sont très clairement des textes qui s'adressent aux artistes et qui ont cette comme tu dis ce côté un peu soit manuel, soit adresse un petit peu provocation à la pensée pour les artistes.
Et puis aussi d'autres textes qui sont en eux-mêmes des formes, des œuvres, quoi, des formes. Genre, il y a le texte de Joe Scanlan qui est assez connu pour ça, où il reprend un texte très connu de Joseph Schumpeter sur la destruction créatrice et qui change toute une partie des mots, et notamment celui d'économiste par artiste, pour déplacer la question en fait, de la production en art et de la création de la valeur en art, déplacer celle de l'économie générale dans le champ très spécifique de l'art, et qu'en changeant juste ces mots, ça nous fait nous apercevoir à quel point le marché de l'art, le monde de l'art est aussi un laboratoire en lui-même si ça produit encore une avant-garde, c'est peut-être celle du néolibéralisme, ou quelque chose de cet ordre-là. Et c'est, en tout cas, c'est hyper intéressant. Donc il y a vraiment, il y a pas que des adresses à des économistes, pas que des adresses à des artistes. Il y a des textes qui sont aussi en eux-mêmes à prendre comme des œuvres, quoi. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Hier, en cherchant le livre dans une librairie, une discussion s'est engagée entre les employés de la librairie, enfin les gérants de la librairie, dans quel rayon il fallait le mettre, économie ou livre d'art. Alors pour toi, ce serait dans quel rayon? Qu'est-ce que tu en penses, Xavier? Dans les deux. Dans les deux, voilà, les deux, mon capitaine. Merci. Est-ce qu'on va boire un verre, sinon? Ouais. Merci beaucoup, et surtout merci à toi, Xavier, pour l'échange. C'était très chouette comme toujours. Et merci à vous tous et vous toutes d'être venus. C'est très agréable de partager ça avec d'autres.